anything funny. I hope you know that. I'm boring. I'm just sitting here. Ouais, c'est sûr, Avec mais... l'enfant? Ouais. He's like a little kid. He's like a little kid. Oui, Je vous présente ma fille Brianna. David, why do you have mustaches on your socks? C'est comme les flamingos de la semaine, de 2 semaines. Ouais, c'est... À chaque semaine, Brianna, j'ai des styles de bas différents, on va dire. C'est peut-être pour ça. Okay. It's cool, non? It's the new generation style, non? So cool. Bonjour à tous, bienvenue à la game du courtage. Comme vous pouvez voir, notre vacancier est revenu de ses vacances avec un petit teint. Un petit teint, oui. Quand même un petit teint, un petit peu, là, je te dirais. Je te trouve plus beau que quand t'es parti, admettons. Fait que c'est quand même un compliment, tu sais. Mais les vacances, comment ça s'est passé, pour commencer? Honnêtement, c'était super bien. République dominicaine, honnêtement, le matin, les vagues étaient quand même pas mal fortes. L'après-midi, ça s'estompait plus tranquille. Il a fait beau, peut-être les 2 premiers jours, il a plu un peu on and off. Mais à part de ça, you know what, c'était relax. Une semaine avant Spring Break, je te dirais que c'est mieux que je pense que durant, là, c'est comme là, ça doit être le bordel, là, j'imagine. Il y a beaucoup de monde, c'est sûr, là. Fait que, au moins, il y avait du monde, mais c'était pas à 8 heures, tu arrivais, tu peux aller trouver une plage, là, à la plage, là, pour t'asseoir en dessous d'un parasol, là. Ah, quand même, fait que c'est cool. c'était quand même bien, là. Ah ouais. Mais moi, j'étais un lève-tôt, fait que à 6 heures, j'étais debout, puis j'ai regardé le lever du soleil. En t'entraînant, c'est ça? Est-ce que tu t'entraînes? Ah oui, j'ai couru sur la beach. Mais comme un pro. Ouais, je trouve, ça pourrait. T'as peut-être maigri un peu, non? Ça se peut-tu? Non, C'est mais juste, c'est ça non? qu'ils disent, hein, tu sais, la couleur foncée. Ah tu sais, oui, ça l'amincit. Fait que c'est ça, vu que mon bronzage fait que j'amincis. Puis, durant les vacances, y a-tu eu des transactions qui se sont faites ou t'as-tu de la business sur tes propriétés? Oui, honnêtement, j'aime tout le temps mon cellulaire. J'ai un plan international, puis c'est infaillible. Honnêtement, je trouve que cette année, c'était pas mal plus intense. J'ai quand même closé 4 transactions. Quand même. Fait que là, on a finalisé 2 déjà, sont finalisés. Je suis revenu de vacances, puis mardi, là, tu sais, j'étais au bureau, puis honnêtement, je suis arrivé, c'était 7 heures, puis je suis parti, c'était 10h30. Ouais, beaucoup de choses à rattraper, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, en vacances, beaucoup de choses que j'ai faites avec mon téléphone. J'amène pas mon laptop. Je trouve que c'est encombrant, puis au cas où tu te le fais voler, là. Mais honnêtement, je fais tout avec mon téléphone. Mais là, l'affaire, c'était tout plus mettre les papiers en ordre. J'avais quand même cédulé une couple d'affaires à distance, fait les suivis avec les hypothèques, les inspections. Quand je suis revenu mardi, c'était plus lire les inspections, les rapports d'inspection. Tu sais, encore toujours 80 pages, là. Puis tu sais comment que je suis toujours professionnel, fait que je passe à travers tout, puis je piquis. Fait que, j'ai eu des conversations avec mes clients. Je préfère rien dire là-dessus. Avec mon background, je pense que si vous écoutez les podcasts, vous le savez. Mais non, c'est ça, j'ai lu, hier soir aussi encore, j'ai lu un autre rapport. Moins aimé, parler avec le client, j'y ai fait vraiment un résumé pas mal, là. Puis là, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer, à savoir si, bon, je sais que t'aimes pas, une grosse réduction de prix, mais il y a beaucoup de choses majeures. J'avais demandé les documents, justement, à ce courtier-là, puis c'est un nouveau, puis ça a pris... je suis parti, avant de partir en vacances, je pense une journée avant que je parte en vacances, on a accepté l'offre. Moi, je partais le lendemain. J'avais demandé la clause 9.1, les documents. Puis j'ai eu les documents... C'est pour un condo, en fait? Non, une maison. Non, okay, une maison, OK. Puis il avait fait un rapport d'inspection, puis avant même de faire là, j'avais demandé les documents, puis il ne me les avait même pas envoyés. Puis quand je suis parti en vacances, puis là, une journée avant que j'arrive, il m'a envoyé les documents là-bas. Puis là, j'ai lu le rapport, puis ouais, la moisissure, tout ça. Fait que là, je me dis, ah. Puis là, on l'a pas vu, nous autres, quand on l'a fait, parce qu'il y avait tellement de stock. Mais les autres, quand ils l'avaient acheté en 2021. Fait que j'ai envoyé une liste de trentaine d'affaires. Puis j'ai dit, dis-moi qu'est-ce que tu as corrigé là-dessus. Ils m'ont répondu 2 choses. OK. Même pas la moisissure. Fait qu'il y a de la moisissure depuis le moment qu'ils ont acheté. Depuis qu'ils ont acheté, ouais. Fait que là, j'ai parlé avec mon client justement hier. Je dis, gars, j'ai envoyé ça. Ça, c'est les réponses qu'ils m'ont données. On s'en reparle demain. Nous, notre rapport d'inspection, j'ai vu il rentrer ce matin. Fait que là, j'ai passé à travers notre rapport d'inspection pour savoir si c'est la même chose. Puis après, on va prendre une décision. Ben oui, ça regarde pas bien. Non, surtout, tu sais, quand les gens parlent de moisissure, c'est quand même un terme que les gens aiment vraiment pas. Tu sais, tout s'arrange, en fait. Là. Dans l'immobilier, au final, là, tous les travaux peuvent être faits. C'est juste que c'est toujours à savoir, est-ce que l'acheteur
est capable de prendre, sans dire prendre ce risque-là, mais il est à l'aise avec le fait de soit que le vendeur fasse les travaux ou que lui décide de faire les travaux lorsqu'il va devenir propriétaire. Puis ça, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment de chaque acheteur. Là. Ouais, puis c'est vrai que le monde, il parle de moisissure puis ça panique, OK? Puis en ayant, moi, fait beaucoup de décontamination, là, on panique pour rien. Honnêtement, là, c'est la grosse panique pour rien, là. Je suis même prêt à vous donner un produit qu'il fallait regarder vous autres même sur Internet, là. OK? Ça s'appelle le MR86. Il se vend sur Amazon. Ce produit-là, moi-même, je l'ai testé dans le temps. Je l'ai testé, je l'utilise encore aujourd'hui pour la décontamination. Allez voir ce produit-là, OK? Puis, honnêtement, là, oui, les compagnies chargent pour, puis tu sais, il faut mettre un masque, il faut mettre une ventilation, puis il faut juste s'habiller, là, mais tu sais, un faux saut, c'est 30$, 40$, un masque, tu vas payer peut-être 70$. Si t'es prêt à le faire toi-même. Si t'es pas prêt à le faire toi-même, mais paye, plains-toi pas du prix, mais c'est ça que ça coûte. Mais si tu le fais toi-même, tu peux sauver beaucoup d'argent. Puis, allez regarder sur YouTube, vous allez être vraiment surpris de ce produit-là. C'est vrai que ce produit-là, je l'avais regardé parce que tu m'en avais déjà parlé, tu sais. C'est sûr que, mettons, quand Steve il dit, tu sais, vous pouvez acheter le Soto, oui, c'est vrai que ça peut être fait par nous, mais c'est clair que c'est quand même pas conseillé. Il y a quand même des compagnies. Si vous faites des travaux vous-même, vous n'allez pas avoir une certification ensuite que ça a été décontaminé par une compagnie qui est reconnue. Là, je vais t'arrêter là-dessus parce que la compagnie qui va faire les travaux, OK? La certification, c'est simple, tu fais passer quelqu'un qui fait un test d'air. C'est ça la certification. Fait que tu vas payer une compagnie pour venir faire un test d'air à l'intérieur pour te dire qu'il n'y a plus de contamination. La compagnie qui l'a fait, ou elle a un RBQ ou quelque chose, a garanti ses travaux 1 an. Mais la compagnie qui va certifier qu'il n'y a plus rien, c'est la compagnie que tu vas engager. Les autres vont engager un sous-traitant pour faire le test d'air. Ils n'ont pas le choix. Parce que tu peux faire la même chose. Ouais. En fait, le test d'air, c'est parce que naturellement, avec la moisissure dans les murs ou de quoi, l'air ambiant ne sera pas bonne, en fait. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, si c'est comme dans l'entre-toi, c'est une chose, mais quand c'est de la moisissure qui est dans la propriété comme telle, directement, c'est sûr qu'un test d'air va être demandé. Puis, ça, c'est sûr qu'on va le conseiller aussi à. Oui, tu le conseilles. Mais dans le fond, ce certificat-là, on peut juste dire comme quoi qu'il n'y a plus de moisissure dans l'air. Mais que l'air est bon, en fait. Oui, que l'air est bon. Bien bonne. Mais, tu sais, encore là, mon expérience fait à m'amener. OK, si tu veux, on peut t'amener un coussin, David, mais les tests d'air. Je suis habitué. Tu serais surpris. Parce que même, tu sais, je te dis, les tests d'air, il y a plus de moisissure à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une maison. C'est surprenant parce que pour faire un test d'air, il en prend un à l'extérieur puis un à l'intérieur, puis il compare s'il est plus élevé à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais c'est surprenant qu'est-ce qu'on respire dehors. C'est sûr, mais tu sais, c'est que dans la propriété, c'est plus petit, c'est plus renfermé. Fait que c'est sûr que c'est totalement différent, tu sais. Mais il y avait un peu aussi, parce qu'on s'est parlé un peu des transactions, puis des fois, il y a des situations dans l'immobilier qu'on comprend pas de l'extérieur. Puis là, tu me parles, tu avais un condo à vendre sur la Rive-Nord, puis ça faisait quand même une couple de semaines qu'il était sur le marché. Je sais pas exactement combien de semaines, mais... C'est une situation, puis des fois, on va dire ça à des gens, ils vont dire c'est impossible que ça arrive, mais un petit exemple comme ça, qu'est-ce qui est arrivé là, pendant que tu es en vacances par rapport à ton condo sur la Rive-Nord? Oui, c'est ça, on a eu un condo. On était en négociation avant que je parte en vacances sur ce condo-là, puis mes clients ont décidé de dire, you know what, ça faisait comme 3 fois qu'on faisait du back and forth, puis ils ont décidé de dire, you know what, Steve, ça fait même pas 30 jours qu'il est à vendre, regarde, on arrête ça là, on refuse l'offre. Je dis, OK, mais pas de problème, fait que j'ai avisé l'autre courtier, regarde, on n'arrive pas à s'entendre. Mes clients décident de ne pas poursuivre, il faut qu'on l'a refusé. Puis juste pour dire une petite chose là-dedans par rapport à ça, c'est que ça faisait quand même 2-3 contre-offres que vous vous êtes fait exactement, pour en arriver là. T'sais. Moi, je dis souvent aux gens, même si des fois la première offre d'achat, en tant que vendeur, on va dire on va la recevoir, puis on la trouve limite insultante. Je pense qu'au moins faire une contre-offre ou de quoi, d'essayer de voir un peu l'autre côté, parce que des fois, c'est la stratégie de certains acheteurs de vouloir commencer vraiment bas, de ne pas le prendre mal, mais je pense que quand tu es rendu comme toi, tu es rendu à 2 ou 3 contre-offres, je pense qu'à un moment donné, là, ça peut se faire de se dire, regarde, on s'attendra juste pas, on a des divergences d'opinion sur la valeur marchande de l'unité. Donc là, c'est pour ça que vous avez décidé de comme juste refuser la dernière contre-offre. Exactement. Puis en vacances, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que maintenant, il y a des logbox sur les propriétés, fait que le monde peut aller les visiter, là, il m'envoie un numéro contact, puis let's go. Fait qu'il y a un client qui est allé visiter avec sa courtière. Puis là, elle m'a rappelé, elle dit, Steve, mon client, là, vraiment, je dis, regarde, c'est correct, je suis en vacances, je reçois mes courriels, fait que, tu sais, elle m'a fait une offre. Fait que, tu sais, dans le fond, on est obligé d'aviser, on fait un avis. La personne qui a fait l'offre, la courtière me rappelle, elle dit, mes clients, ils pensaient refaire une offre. Je dis, regarde,
Elle dit, j'ai reçu un offre, je t'avise qu'on a reçu un offre. Puis, regarde, 48 heures est ouvert parce que mes clients sont en vacances aussi. Fait que, ils ont fait une offre, fait que là, on est tombé en 2 offres. En offre multiple. En offre multiple. Fait que là, j'étais obligé quand même d'aviser qu'on est rendu à 2 offres. On ne mentionne pas le prix des offres, on fait juste dire, bon, j'ai reçu une offre, après j'ai reçu 2 offres. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la première offre, elle l'a bonifié. Puis, elle était beaucoup plus alléchante. On l'a vendu en offre multiple, fait qu'on l'a vendu plus cher que le prix demandé. Après plusieurs semaines, ce qui est quand même rare comme situation habituellement. On va voir souvent les offres multiples des propriétés qui vont se vendre plus cher lors de la mise en marché. La première fin de semaine de visite ou la première semaine de visite. Puis dans ce cas-là, bien justement, ça l'avait pris quand même plusieurs semaines. 30 jours. Puis juste pour revenir un peu à ce que Steve disait, c'est que nous, en tant que courtier, on est dans l'obligation d'aviser lorsqu'on reçoit une promesse d'achat. Donc dans notre système ImoContact entre courtiers, c'est que tous les courtiers qui vont avoir demandé des informations ou qui vont avoir visité la propriété vont recevoir l'avis. Ouais. Donc, c'est pour ça que la première offre a reçu l'avis que tu avais reçu une promesse d'achat. Et puis, étant donné que tu avais demandé un délai de 48 heures, bien, durant le moment que tu reçois une première offre, bien, n'importe qui peut faire une offre dans le délai du 48 heures, mettons, là, que le vendeur a demandé pour pouvoir prendre le temps de répondre à l'offre. Puis là, c'est pour ça que là, il y a une autre offre qui est rentrée. Donc, c'est quand même drôle de. Ben, c'est pas drôle, mais c'est une situation qui est quand même assez unique de vendre plus cher que le prix demandé après plusieurs semaines sur le marché. Puis, ben c'est ça qui est arrivé par rapport. Puis, tu sais, des fois, le monde va dire, pourquoi c'est vous faites par exprès 48 heures? Mes clients étaient en vacances, puis on a 6 heures de décalage. Puis, ils sont pas habitués avec la technologie, fait qu'on se laisse quand même une journée que moi, je puisse les aider avec les réseaux, tu sais, FaceTime ou Messenger. Tu sais, ils n'utilisent même pas WhatsApp, on utilise vraiment sur Messenger. Fait que le 48 heures est vraiment important parce que c'est pas des jeunes comme d'autres sur notre téléphone, on te fait ça. Eux autres, il faut vraiment qu'il y ait sur un ordinateur puis signer parce que c'est trop compliqué. Puis des fois, tu sais aussi, on se comprend. Puis tu sais, même quand on représentait des vendeurs, puis on avait plusieurs offres d'achat. Tu sais, les gens ne comprenaient pas, mais ils me répondent tout de suite. Mais même pour un vendeur, recevoir toutes ces offres-là, il faut que tu regardes le prix, il faut que tu regardes les conditions. Je veux pas, ça reste quand même une grosse décision pour eux. Tu sais, dans la tête d'un acheteur, ça peut paraître, ben c'est simple, ton prix, accepte tout de suite. Mais des fois, il y a des gens qui veulent prendre le temps. Tu sais, comme tu dis, c'est vrai que nous, on est beaucoup sur notre téléphone, on va réagir rapidement. Il y a des gens qui veulent prendre la nuit pour y penser, juste réfléchir parce qu'ils veulent pas, on le dit souvent, c'est la plus grosse transaction de leur vie pour 85% des gens, tu sais. Tu sais, c'est plus facile de prendre une décision parce qu'on fait des transactions tous les jours. C'est ça que pour nous autres, on le sait que la logique, c'est « Hey, bon, ben non, c'est celle-là ». Mais tu peux pas t'asseoir à tes clients. Mais non, c'est évident, c'est celle-là. Tu peux pas faire ça. Il faut vraiment que tu t'expliques chaque condition puis tu dis, regarde, en général, ça serait les meilleures offres, c'est 1, 2, 3. Maintenant, dans ceux-là, s'il y en a qui sont give or take pareil, qu'est-ce qui fait qu'il va pencher la balance un plus sur l'autre? S'il y a quelqu'un à présenter son offre, des fois, le courtier va dire, bien, regarde, lui, il l'a présenté, il a l'air intéressant, on va, j'aime mieux, je vais y aller avec celle-là. Des fois, même c'est 1000 ou 2000 pièces de moins, tu sais. Mais j'aime ça que tu dis ça, parce que le podcast de la semaine passée n'est pas encore sorti, mais je dis exactement ça. Fait que je trouve ça cool quand même que tu redis ce que moi je dis. Mais, tu sais, Steve, c'est correct que je t'apprends beaucoup de choses aussi dans ma jeunesse, en fait, tu sais. Mais, parce que la semaine passée, c'est justement ce que je disais, des fois, de présenter. Puis même toi, tu le dis souvent aussi à l'interne, à nos courtiers, vous avez le temps de présenter votre offre. Donc, on ne reviendra pas sur le sujet de la semaine dernière, mais c'est quand même bien que tu le dises parce que ça peut faire une différence. Ça fait une différence, en fait, là, dans des Ah oui, quand tu présentes, c'est sûr que c'est garanti. Puis encore là, c'est comment tu la présentes. Si tu la présentes super bien, mais tu as des chances de gagner, même si tu es moins. J'ai des clients qui ont accepté que le but, c'était pas l'argent, c'était je veux qu'ils prennent soin de ma maison. Puis les clients ont gagné avec 5 000 $ de moins. Fait que c'est pour ça que c'est toujours important de présenter l'offre. Mais tu sais, ça, c'est quand David il rentre au bureau, j'ai tout montré les techniques. Peut-être c'est pour ça que vous avez dit ça à l'autre podcast. Mais c'est correct, tu sais. Je me rappelle pas, mais regarde, je signerai pas Steve là-dessus, tu sais. Puis par rapport à un autre sujet aussi, cette semaine, on a mis un immeuble à revenus sur la Rive-Nord, un 6 logements, en fait. Puis quand on arrivait, on avait regardé le building, tu sais, le propriétaire nous avait envoyé toutes les rénovations qu'il avait faites au fil du temps, puis avec les revenus naturellement aussi. Puis il nous avait dit un peu qu'est-ce qu'il avait en tête comme prix. Puis quand on s'était assis, puis on l'avait regardé ensemble, clairement que côté revenu, la valeur que le propriétaire voulait était quand même assez élevée. Puis j'aimerais des fois que tu me dises, parce qu'en tant qu'investisseur, des jeunes investisseurs qui veulent justement mettre le pied dans l'immobilier, avoir leur premier plex, ils ont vraiment de la misère à comprendre comment des gens peuvent acheter une propriété à revenus avec des revenus qui vont devoir payer par mois ou par année à la fin de l'année. Qui n'est pas rentable. Exactement, qui n'est pas rentable sur le moment. Donc, peut-être un peu expliquer peut-être la mentalité que certains investisseurs peuvent avoir par rapport au fait d'agrandir leur parc immobilier puis d'acheter des propriétés qui sont peut-être moins rentables au début.
Puis c'est sûr que, encore là, ça dépend. Peut-être cette personne, ça ne sera pas un premier acheteur. C'est rare que tu vois un premier acheteur va faire ça. C'est plus quelqu'un qui a un parc immobilier puis qui est capable d'absorber la perte avec ses autres immeubles à revenus. Okay? Exact. Mais cette personne-là, elle jette sur le temps. Ça veut dire qu'on s'entend qu'au Québec, tu achètes un immeuble à revenus. À date, là, si on regarde l'historique, les derniers 20 ans, moi, j'ai commencé à investir en 2005. Mes buildings ont tous pris de la valeur. Ils ont doublé, triplé en 20 ans. Fait que c'est normal que... Fait que cette personne-là qui achète dit, OK, dans 5 ans d'ici, ce building-là va valoir combien? C'est sûr que les revenus ne sont pas là, mais là, son but, ça va être de les amener au marché actuel. Fait que là, aujourd'hui, s'il rapporte, je ne sais pas, 55 000 de revenus, mais dans 5 ans d'ici, est-ce qu'il va en rapporter 70 000? Fait que là, il va regarder ça. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, s'il achète avec 20 de mise de fonds, il perd de l'argent, mais dans 5 ans, la propriété qui a payé 1 million, si on fait 3 d'augmentation par année à intérêt composé sur la propriété, fait que 1 million plus 3 le 1 million plus le 3 puis là, tu rajoutes un autre 3 mais cette propriété-là a pris de la valeur. Pendant les 5 ans, tu as payé du capital puis de l'intérêt. Bon, tes intérêts sont déductibles d'impôts, ton capital, mais tu le baisses. Fait que quand tu es rendu à la fin de ton 5 ans, ton building vaut combien, puis tu as payé combien en capital, mais en réalité, le gars, il a fait de l'argent. Il va peut-être avoir fait un rendement de peut-être 10 ou peut-être de 5 mais là, il y a un calcul qui se fait. Fait que ce gars-là, il achète sur le temps. Puis on va dire, dans 5 ans, il va avoir plus que qu'est-ce que j'ai acheté. Puis là, j'ai payé du capital. Fait qu'à 5 ans, il va avoir fait un profit pareil dessus. Clairement. C'est rare que tu vas perdre de l'argent vraiment. C'est rare. Comme Steve disait, c'est sûr qu'au début, c'est quand tu es le premier investisseur, ton premier plex qui est dur à avoir. Comme souvent, il dit, c'est le premier million qui est dur à faire dans la vie. Puis après ça, les autres sont plus faciles. Puis aussi, je pourrais renchérir sur ce que tu disais sur le plus-value. Ou des fois aussi, puis c'est le cas du plex qu'on avance sur la Rive-Nord, c'est que la toiture avait été faite, les fenêtres avaient été faites, les balcons avaient été faits. Donc aussi, il y a certains investisseurs que, oui, peut-être, on va perdre un peu plus, il n'est pas super rentable, mais je n'aurais pas à me casser la tête avec des grosses rénovations à faire dans les futures années, mettons, à moyen court terme. Donc, il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Des fois, les gens disent, OK, il faut que je paye par mois ou un petit montant, mais au moins je sais que le building est en shape, que tellement les locataires sont là depuis un petit bout de temps, il n'y a pas de problème de paiement, il n'y a pas de clause à la régie des logements et tout. Donc, il y a tout ça aussi en général. C'est un peu comme dans les maisons. Au final, oui, le revenu d'une propriété à revenu est quand même le terme que le monde va plus regarder vraiment, là, mais il n'y a vraiment pas que ça non plus à regarder quand on vient pour faire l'achat d'un plex. Et encore là, c'est comme quel genre d'investisseur que tu es. Ouais. Moi, tu me dirais, Steve, moi, je l'achète. Moi, je ne l'achèterais pas. Moi, je suis un gars qui achète des buildings qui sont tout croches. Pourquoi? Parce que je suis capable de les rénover, puis je suis capable de les arranger, puis je suis prêt à mettre l'argent puis le temps dessus. Ça, c'est mon genre d'investissement, mais ça, c'est ma propre personne. Là, je vieillis plus avec... je vieillis, fait que maintenant, je veux qu'il y ait quand même des travaux esthétiques à faire, mais je veux pas des travaux majeurs. Portes, fenêtres, s'ils sont faites, c'est un plus-value toiture, plus-value pour moi. Je ne vais pas me casser la tête, payer pour les faire. Mais tu sais, de l'esthétique, plancher, OK, refaire une cuisine, une salle de bain, tu sais, c'est minime. Oui, je suis prêt à le faire. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, là, je suis dans la quarantaine, j'en tente moins d'en faire. Dans vingtaine, trentaine, j'avais plus le temps. Puis là, je dis, ah ouais, les gros travaux, let's go. J'ai refait des toitures en part d'eau, tu sais. Mais maintenant, j'en ferai plus, je ne monterai plus sur un deuxième. On dirait que je pense qu'on vient plus pissou avec le temps, là, mais ouais, je le fais pas. Ça me tente plus. Fait que c'est sûr qu'on change les côtés investissement. C'est clair. On change. C'est clair. David, cette semaine, tu as vu dans le journal, puis je pense que ça me passait à la radio, que dans le fond, il y a du monde qui sont fait, dans le fond, refinancer leur propriété, puis ils n'étaient pas au courant. Ouais. Puis c'est une fraude d'à peu près de quoi? Plus de 5 millions qui a été faite. C'est un groupe organisé, là. Je ne sais pas combien de personnes qui étaient impliquées, mais je pense qu'il y était plus que 5. Il y a des façons de se protéger, puis explique-nous un peu ce que tu penses qui est arrivé là-dessus. Là. En gros, c'est parce que quand les gens ont fini de payer leur hypothèque, donc c'est sûr qu'on ne parle pas de gens de notre âge souvent, en tout cas c'est rare, on va dire, mettons, mais tu sais, quand on est rendu après avoir finalisé de payer notre maison, la banque va toujours avoir un lien sur votre propriété quand même. Même si vous ne leur devez plus rien, la maison est claire à vous, la banque garde un lien. Donc certaines personnes, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est qu'ils vont chez le notaire, puis ils disent « Radis-moi la banque, je ne veux pas que la banque ait de lien sur ma propriété. » Même si techniquement que la banque ait un lien ou non, ça ne change pas grand-chose en fait. Mais les gens veulent juste se dire « Personne n'a de lien sur ma propriété, est à moi, est fini de payer. » Puis c'est tout. Donc, c'est tout à fait légal de faire ça aussi, tu sais. Puis, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que là, vu que ta propriété n'a plus aucun lien sur personne, les gens fraudeurs qui ont des mauvaises intentions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le registre foncier,
Puis ils sont à la recherche de leur prochaine victime. Donc, ils regardent les maisons, parce que c'est public, le registre foncier. Donc, en regardant les maisons, ils peuvent voir quelles propriétés ont encore un lien de la banque et ceux qui n'en ont pas. Donc, après, quand ils voient une propriété qui n'a pas de lien, pour eux, ben, c'est une proie qui est plus facile. C'est une victime qui est plus facile à faire. Donc, après ça, c'est sûr que, comme tu as dit, on ne sait pas combien qui était, mais c'est un groupe quand même bien organisé. Peut-être un gars à l'interne dans la banque, peut-être le notaire aussi. Donc, dans le fond, il s'imprime totalement des informations du vendeur et demande de refinancer la maison ou d'avoir un prêt qui va avoir un lien sur la propriété pour qu'après ça, eux, ben, ils prennent l'argent puis ils s'en aillent. Puis là, après ça, c'est le vendeur actuel qui est propriétaire, en fait, qui se rend compte que, tellement, il y a une hypothèque sur sa propriété de 200, 300, 400 000, que c'est pas lui qui l'a contracté. Donc là, après ça, il se retrouve à avoir justement, ça va fait frauder de plusieurs centaines de milliers de dollars parce que, c'est pas juste parce que, mais de base, quand la banque n'a plus de lien sur la propriété, mais votre maison devient encore plus attrayante pour les fraudeurs, en fait. Donc, qu'est-ce qui pourrait être bien de faire? Comme Steve a dit tantôt, on n'est jamais protégé à 100%. Ça reste que c'est une fraude. Mais qu'est-ce qui peut diminuer le fait de se faire frauder de cette manière-là? C'est de garder le lien de la banque sur sa propriété. Ou si vous voulez vraiment l'enlever, de l'enlever, mais d'avoir une assurance titre. L'assurance titre ne va pas contrer la fraude, mais va vous rembourser. Puis aussi, ça va vous aider à récupérer votre propriété et puis payer les dommages qui est arrivé. Ça s'appelle une assurance titre. Puis ici au Québec, tu peux les propriétés, là, give or take, c'est 65 de la propriété que tu peux. 65 du montant de la propriété que tu peux refinancer. Fait que, quand ta maison est payée puis elle dit on veut 1 million, là, ça peut aller je peux aller chercher 150 là. C'est des grosses sommes fraude, là, quand même. T'sais. Puis ben ça, on a vu ça va sortir cette semaine. Donc faites attention, vous avez votre maison est payée, on est super content pour vous. Ouais. Je pense, sauf que je garderai le lien de la propriété de la banque en fait, parce qu'au moins c'est une petite protection de plus. Quand les fraudeurs ils voient ça, ils comprennent que ça va être plus compliqué de faire leur fraude, donc des fois, ils font juste passer au prochain. Parce que les banques vont faire vraiment les recherches, ils vont vous appeler. Le notaire aussi va faire les vérifications, plus de vérifications là-dessus. Fait que les chances sont plus minces. Je ne dis pas impossible, parce qu'il y en a qui c'est arrivé, mais c'est beaucoup plus ardu de se faire frauder comme ça. Ouais.